Bienvenue dans ce Breton d'ailleurs au Vietnam. Je me trouve dans le marché aux fleurs de Hanoï. C'est lui qui approvisionne tous les marchands qu'on trouve dans la vieille ville. On y trouve tout type de fleurs qui viennent des hauts plateaux du Vietnam. On y trouve des orchidées. C'est un marché qui en fait ne dort jamais puisqu'il est ouvert toute l'année, 7 jours sur 7, de minuit à 6 heures du matin. Il est un peu à l'image du pays tout entier. C'est un pays qui est en pleine expansion économique depuis une vingtaine d'années, même s'il existe toujours des disparités entre le nord et le sud, des disparités qui ont en fait toujours existé entre le Vietnam du Nord et Hanoï, la Rouge, et le Vietnam du Sud et Saigon, devenu Ho Chi Minh. Allez, on commence l'aventure par le Nord et Hanoï. On y va. Le Vietnam, c'est avant tout une ambiance. Et en cela, Hanoï, littéralement la ville à l'intérieur du fleuve, rouge en l'occurrence, est un petit condensé du pays. Avec ses 7 millions d'habitants, la capitale n'a rien perdu de son charme d'antan, ni de sa frénésie. Notamment la vieille ville. Chaque rue porte toujours le nom de la marchandise qui est vendue, un héritage du XIIIe siècle. Ici, la rue du Poisson, là, celle de l'argenterie, ou encore ici, la rue des chaussures. Éclectique Hanoï, où villa coloniale côtoie construction plus moderne. Comme ici, longeant la digue, le mur du millénaire. Un mur recouvert de céramique en 2010 pour le 1000e anniversaire de la ville. C'est la plus grande mosaïque du monde. Elle raconte l'histoire du pays. Voici par exemple l'ancien pont Paul Doumer, construit sur les plans de Gustave Eiffel, l'un des symboles de l'Indochine française. Autre vestige de la colonisation, l'opéra, la cathédrale Saint-Joseph. Et le célèbre hôtel Métropole, tout juste restauré, qui accueillit Charlie Chaplin, Jane Fonda ou encore Bill Clinton en 2000, le premier président américain à visiter le pays depuis la fin de la guerre. Après 40 ans de fermeture, les cuisines du palace furent rouvertes en 1991 par Didier Corlou. Ce chef breton originaire d'En Bon est désormais à la tête de 3 restaurants de Hanoï, dont la Verticale. Bienvenue à la Verticale des épices, où bien sûr on a cuisiné pour aussi des grandes personnes de ce monde, comme le roi d'Espagne, Johnny Hallyday, qui est une personne que j'aime beaucoup, Monsieur Chirac, Monsieur Poutine. Voilà, donc c'était aussi cette partie, cette cuisine française et vietnamienne, bien sûr, toujours avec mes épices. La Verticale, c'est ma tante Pierrette, professeure de philosophie, qui m'a dit à 14 ans, tiens-toi droit à la verticale. Parce qu'il a toujours tendance à me laisser mon ventre. J'étais gourmand toujours et je ne me tenais pas bien droit. C'est la première fois la verticale. Tiens-toi droit à la verticale. Donc on a un bar sur une coquille Saint-Jacques grillée façon bretonne avec un petit beurre vanillé et armoricain. Ah, la Bretagne, jamais bien loin. Elle est particulièrement présente dans son autre établissement, un bar à vin, juste à côté. Le bistrot. Et voilà le bistrot d'essai. Voilà, et donc, bien sûr, on est de la Bretagne et puis de l'Orient. Alors, et mon collègue Claude, il est rentré en Bretagne aujourd'hui. FC Lorient, Bretagne Sud. On est le club officiel de Hanoï des supporters de Lorient. Et donc, les petits Bretons copains du coin, avec bien sûr la citation « Le vin ne résout pas tous les problèmes, mais ceci dit, l'eau et le lait non plus ». Pour moi, connaître le monde, rester en Bretagne, oui, mais voir ce qui passe au bout de la mer, voir autre chose. Il y a plein de gens, ça existe, il y a des vies. Et je voulais connaître, parce que autrement, c'est tellement triste. Je n'étais pas scolaire, ou je voulais pas être scolaire, peut-être. Je voulais peut-être partir loin. Et donc, le château, la plonge, on m'a dit, à 14 ans, tu ne peux pas travailler comme ça. À l'époque, 14 ans, c'est un peu jeune. Hein. Donc, on m'a dit, bon, écoute, tu vas apprendre le métier de cuisinier. J'étais à Vannes, au lycée professionnel Jean Guénaud. Et ensuite, ça a été Paris, Megève, Aix-en-Provence, un Tour de France et l'Afrique, 5 ans. Et ensuite, Bora Bora, le Pacifique, l'océan Indien, les Comores, où là, j'ai vu les épices, la vanille. Important pour moi, à chaque coup, l'Afrique, le piment, bien sûr. La Polynésie, le rien, pas trop de piment. On dit une cuisine fade, non, je suis pas d'accord. Il y avait le coco, l'eau de coco, la banane, l'eau de mer, à peine assaisonné, le produit mature. Et après, ensuite, ça a été le grand départ pour l'Asie.
En 1991, l'ouverture du Pullman Métropole, l'hôtel Missé, 40 ans, premier chef qui revient au Vietnam, étranger. Donc je découvrais tout, j'étais le premier après 40 ans, vous imaginez, c'est fantastique. Et après ensuite, ça a été le Cambodge, où on m'a appelé parce qu'il y a M. Sihanouk, donc j'étais toujours consultant sur le Métropole, et 2 ans de Cambodge, où M. Sihanouk, j'ai fait son couronnement, il était prince, il était déjà roi, mais il était revenu prince, il est redevenu roi. Et j'ai préparé entièrement son couronnement. Donc il m'a remercié pour ces éminents services que je lui ai rendus. Suite à ça, bien sûr, le Métropole, le Vietnam, le retour en 1997, après ces 2 ans de Cambodge. On a tous une petite histoire avec Hanoï, l'Indochine d'avant. Et donc je crois que moi j'étais élevé par ma grand-mère, donc j'en ai son frère, oui, pourquoi il n'est pas sur le monument aux morts. En Bretagne, il avait fait des super actions, etc. etc. J'en ai que ça. Donc j'ai l'impression de connaître le Vietnam sans idée. Dans le côté mystérieux, la mélange, je m'imaginais, je rêvais déjà. Avant d'épouser ma femme, ça a été Hanoï. Oui, un coup de foudre sur Hanoï, ma bicyclette, et puis bien sûr Hanoï, parce que bon, j'étais pas prêt de me marier. 38 ans, voilà, il y a eu ce côté un petit peu, quelque chose qui est venu à moi, et on ne peut pas comprendre, ça arrive comme ça, je n'explique pas. Voilà. Et depuis, bon, Michel, François, 2 enfants, une famille hanoïenne magnifique, super gentille, des intellectuels, je dirais directeur de l'école, grand-mère était directrice d'école, son père était avocat, etc., etc. Des gens formidables auxquels il a voulu rendre hommage en baptisant son 3e restaurant du nom de la grand-mère de son épouse, Madame Yen. Si Didier Corlou laisse aujourd'hui son empreinte culinaire dans la ville, ce n'est pas le cas des Français en général. Tout ce qu'il reste d'eux, c'est la baguette. De fait, la cuisine vietnamienne n'a rien à envier à la cuisine française. Et le visiteur avisé pourra en juger par lui-même en dégustant ses spécialités directement dans la rue. Sans oublier bien sûr de goûter à la bia hoi, la bière pression locale. Culinairement, l'influence chinoise est bien présente. Les 1000 ans d'occupation n'y sont pas pour rien. Outre la cuisine, les Chinois introduisirent également le confucianisme et le bouddhisme. Mais ce sont les héros qui les combattirent que les Vietnamiens vénèrent en priorité. Le premier d'entre eux, Li Loi. Ce lac lui est dédié. C'est le lac de l'épée restituée, qui évoque une légende selon laquelle cet empereur aurait reçu une épée magique pour vaincre les Chinois, et qu'il l'aurait ensuite restituée à une tortue d'or sortie du lac, une fois la besogne accomplie. Menant au joli temple de jade, le lac est enjambé par le charmant pont rouge. Rouge comme le drapeau vietnamien, celui qui flotte par exemple sur la tour du drapeau, monument symbole de Hanoï, au cœur de l'ancienne citadelle détruite par les Français. On est ici dans le cœur politique du Vietnam, fief de la résistance contre l'envahisseur, qu'il soit chinois, japonais, français ou américain. En atteste en contrebasse et prises de guerre lors des 2 derniers conflits, aujourd'hui réunis dans le musée de l'histoire militaire, situé rue Dien Bien Phu. Hanoï, fief aussi du Viet Minh, puis du Viet Cong. C'est ici que trône le mausolée de Ho Chi Minh, inspiré de celui de Lénine à Moscou, où est exposée la dépouille embaumée de l'oncle Ho, alors que lui-même voulait être incinéré. Ne ratez pas la relève de la garde, et si vous avez de la chance, vous y verrez peut-être l'armée répéter ses parades, en fanfare. Mais gare au dérapage, ici vous êtes sous haute surveillance. Allez, on quitte Tang Long, l'ancien nom de Hanoï signifiant le dragon qui se dresse, pour Ha Long, le dragon qui descend. Voici la majestueuse baie d'Along, située à 170 km à l'est de Hanoï, dans le golfe du Tonkin. Le nom de la baie d'Along, ça signifie le dragon qui descend sur cette mer-là. Et la légende raconte que, avant, à l'est du Vietnam, dans cette mer, il y a beaucoup
de pirates, de mauvais esprits, un peu d'ennemis à l'époque contre les Chinois, les Mongols, tout ça. Et le ciel avait pitié des petits Vietnamiens gentils. Donc après, il avait confié un grand dragon ici sur cette mer. Et comment l'a fait le dragon? Il avait jeté des perles partout dans la mer pour noyer les bateaux des pirates. Les perles maintenant, on voit là devant nous, là, les petits îlots sont magnifiques maintenant. Ces 2000 îlots calcaires sont effectivement des perles, inscrites depuis 1994 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais des vraies perles existent également ici, la baie étant réputée pour sa production de perles de culture. Ne manquez pas de visiter les villages flottants au fil de l'eau et leurs écoles flottantes. À croire que les enfants naissent ici avec une rame entre les mains. Enfin, la découverte de cette merveille naturelle du monde ne serait pas complète sans la visite d'une grotte. Elles sont nombreuses. La plus connue, c'est celle-ci, la grotte de la Surprise. Une gigantesque cavité remplie de stalagmites et stalactites aux formes parfois humaines. Elle doit son nom car on y va de surprise en surprise. Vous venez de voir Didier Corlou, l'un des Bretons emblématiques de Hanoï. Mais il n'est pas le seul Breton, il y en a beaucoup ici au Vietnam, environ 200, dont 80 ici dans Hanoï. Et ils organisent parfois des petites soirées, des soirées crêpes ou des déjeuners crêpes. C'est le cas aujourd'hui. Et on va rencontrer quelques autres Bretons de Hanoï. Bonjour. Bonjour. Donc voici deux autres Bretons de Hanoï. Loïc. Oui, Loïc, je suis directeur des classes primaires du lycée français de Hanoï. Loïc Le Guenec. Et vous, Franck Renaud. Franck Renaud, moi je suis journaliste et je vis entre Hanoï et la France. Et je vis depuis 15 ans au Vietnam. Est-ce qu'il y a des points communs entre les Bretons et les Vietnamiens? Entre les Bretons et les Vietnamiens, on va dire, il y a peut-être l'obstination qui est un point commun, pour ne pas dire l'entêtement. Et puis sinon, il y a... On retrouve la présence de la mer forcément ici, puisqu'on est dans un pays qui est côtier, l'eau qui est jamais très loin. Il y a une vraie culture de l'eau au Vietnam qui est partout, qui tombe du ciel, dans les lacs comme à Hanoï, qui est une ville où il y a beaucoup d'eau. Et puis quand même au nord du Vietnam, enfin ici pour le nord en tout cas, un peu des gens qui n'ont pas toujours une vie facile comme en Bretagne et puis qui sont durs au travail. Vous, ça fait 4 ans maintenant que vous êtes ici? Voilà, 4 ans. C'est le principe des contrats de l'Agence française pour l'enseignement à l'étranger. Hein. On est envoyé sur des missions de 3 à 5 ans. Et puis au bout de 5 ans, on reprend notre ballot et on rentre soit en France, soit sur une autre mission, parce qu'on peut faire 2 missions d'affilée. Donc là, vous rentrez dans un an normalement à Brest? À Brest même, comme on dit. Hein. Vous êtes originaire de cette région? Alors moi je suis originaire de Carantec, le berceau de ma famille c'est Carantec, Côte-Nord, donc du Finistère. Mais je suis installé à Brest depuis longtemps maintenant. Vous vous verriez vivre au Vietnam? Je ne suis pas sûr que j'y ferai ma vie. C'est toujours très intéressant de passer comme ça, de voler un petit peu de l'âme du pays et puis de repartir. Je ne suis pas sûr que les Bretons sont voyageurs, mais aiment bien rentrer à la maison aussi. Vous êtes d'accord, Franck? Moi, ça fait 15 ans que j'y passe beaucoup de temps au Vietnam. Ma femme est vietnamienne, j'ai des enfants qui sont donc métis. Et oui, ils adorent aussi le Nord Finistère. Je me souviens que mon fils aîné, la première fois qu'on est allé à la Berverac, on est rentré, après on est repassé, redescendu vers Nantes. Et quand on a passé le pont de l'Héroise en quittant Brest, il m'a dit là, ça y est, on est de retour en France ou pas? Il y en a d'autres, des Vietnamiennes qui se sentent très très bretonnes. C'est pour ça qu'elles organisent parfois ces déjeuners bretons. C'est le cas notamment de May qu'on retrouve ici. Bonjour May. Bonjour. C'est grâce à vous qu'il y a cet événement aujourd'hui? En fait, c'est notre société organisée, mais grâce à tous les amis surtout. Dites-nous pourquoi ce lien avec la Bretagne? Vous avez épousé un Breton. En fait, moi j'ai grand amour en Bretagne, donc mon mari il est breton. Et voilà, je deviens une bonne fille bretonne, dans une famille très bretonne, à Évran, dans un petit coin, Côte d'Armor.
Donc voilà, grâce à la famille, à l'amour, voilà, je comprends de plus en plus les bonnes choses en Bretagne. Donc depuis, j'ai appris plein de choses, les crêpes, les galettes, les saucisses, tout ça. Et c'est plaisir pour tout le monde aujourd'hui. Et votre voisine à côté de vous a aussi un petit peu la même histoire. Vous aussi, vous êtes une Bretonne d'adoption. Oui, tout à fait. Ce que je ne savais pas, c'est en 96, j'épouse un Breton qui m'a fait découvrir la Bretagne. Et que maintenant, en 2013, je dirige une société qui s'appelle Exoplatform, qui est une société bretonne, et que je suis secrétaire générale de la KBBV, donc l'association des Bretons au Vietnam. C'est un comble. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Ewen Flandrin, qui est bretonnant? Oui, c'est vrai, bretonnant. Il y a de plus en plus de Bretons ici qui viennent au Vietnam et à Hanoï aussi. Moi, je suis fraîchement débarqué et puis j'essaye de partager ma culture bretonne par la langue entre autres et aussi par les danses ici à Hanoï. Est-ce qu'il y a plus de proximité finalement entre les Nord-Vietnamiens et les Bretons qu'entre les Sud-Vietnamiens et les Bretons? Effectivement, je pense que la proximité des Hanoïens est plus proche que des Bretons. Parce que on va dire que les Hanoïens sont difficiles d'abord, d'approche. Mais à terme, en fait, ce sont les meilleurs amis, ce sont des gens très fidèles. Et dans ce sens-là, en fait, la barrière est difficile à briser. Mais une fois que vous avez dépassé cette première barrière, je pense que les Hanoïens sont des amis très fidèles. Et vous travaillez aussi d'ailleurs entre Hanoï et Ho Chi Minh. En fait, ma famille vit encore à Ho Chi Minh Ville, mais effectivement, ma société Exoplatform est basée à Hanoï. Donc, dans la semaine, je suis à Hanoï et le week-end à Ho Chi Minh Ville. Vous êtes constamment en déplacement entre ces deux villes. Et ça me permet d'ailleurs de faire une transition, puisque après Hanoï, nous allons partir pour cette autre ville, cette grande ville du Sud, la Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon. Allez, on y va. On fera aussi un petit tour par le delta du Mékong et on va trouver encore d'autres Bretons. Et voici le delta du Mékong. Cette région fertile embauche une grande partie des 65 millions d'agriculteurs et riziculteurs que compte le pays et produit plus de 40 millions de tonnes de riz par an, dont 7 millions à l'export, ce qui fait du Vietnam le deuxième exportateur mondial après l'Inde. Véritable grenier à riz du pays, le delta en est tout autant son verger. Ananas, bananes, mangues, fleurs, litchis, pastèques, on trouve de tout pour remplir sa corbeille de fruits sur les marchés flottants, mais aussi sur les marchés à terre, où les étals sont également pourvus de poissons frais, de légumes ou encore de rats de rizière, une délicatesse locale. Pas de coq dans l'assiette en revanche. Ici, ils sont bichonnés pour le combat. Ironiquement, ils sont de la même race que le coq gaulois, peut-être des survivants de l'occupation française, quand cette ancienne région cambodgienne tomba en 1862 dans l'escarcelle de la France qui la rebaptisa Cochinchine. Ce professeur de mathématiques catholique a connu cette époque. Pour moi, particulièrement, et bien sûr avec quelques autres amis, nous voulons très bien renouer encore avec la France. Parce que notre vie est liée avec cette formation-là, avec la France. Je crois que le français revient déjà au Vietnam depuis une dizaine d'années. Bien sûr, il faut un effort de la part des Vietnamiens, en particulier des professeurs qui aiment le français au Vietnam. Bonjour, asseyez-vous. Je crois qu'il faut encore l'aide de la part de la France ou bien de la francophonie comme ça. Voilà. Il faut l'aide. On quitte cet amoureux de la langue de Molière pour une autre amoureuse, Marguerite Duras. C'est ici, dans la ville de Sadek, au cœur du delta, que naquit l'histoire de l'amant. Une histoire vraie que la romancière vécut à 15 ans avec un riche chinois et qui lui valut le prix Goncourt en 1984. Nous sommes à présent à Ho Chi Minh Ville, elle aussi rebaptisée, et ce, dès le 30 avril 1975, lorsque Saigon tombe aux mains des Nord-Vietnamiens.
un moment fixé pour l'éternité par cette photo qui a fait le tour du monde. Le char nord-vietnamien existe toujours, tout comme les grilles de l'ancien palais présidentiel devenu depuis le palais de la Réunification. C'en est fini, en revanche, du Vietnam du Sud et des Américains. 35 ans après, Saigon est méconnaissable. Deux fois plus dynamique que Hanoï, la métropole abrite 10 millions d'habitants, affiche un taux de croissance de 10% et des grues à perte de vue. Quant aux Français, ils sont revenus sous une autre forme. Même contrefaite. La contrefaçon, c'est justement aussi ce que traque à sa manière ce vétérinaire et chef d'entreprise breton. De la contrefaçon alimentaire. J'étais fils d'éleveur dans le pays de Dinan, en Bretagne, et de là, je me suis formé comme vétérinaire à l'école vétérinaire de Nantes. J'ai travaillé 4 ans en Angleterre, et puis en 2000, j'ai décidé un peu de quitter ce milieu, et donc je me suis retrouvé un peu par hasard au Vietnam en 2000, tout d'abord pour l'ONG Vétérinaires sans frontières. Et puis ensuite est arrivé en 2003 le SARS, en 2004 la grippe aviaire. Donc j'ai été beaucoup plus impliqué à des niveaux nationaux sur ces questions de grippe aviaire. Et donc c'est là où j'ai commencé à travailler pour l'Organisation mondiale de la santé animale. Et donc en 2001, j'ai rencontré mon épouse, Mai, au Vietnam. On s'est mariés et puis donc petit à petit, elle, de son côté, elle a mis en place une clinique vétérinaire pour les chiens et les chats avec une autre amie vétérinaire de Bretagne. Et moi, de mon côté, en 2007, ayant fait un peu le tour au niveau du milieu ONG, on a décidé de créer une société qui englobe le cabinet vétérinaire, mais qui fasse des choses plus à long terme sur le développement de l'élevage au Vietnam. Donc ça a donné Asvelis. Et donc, il ne faut pas simplement s'occuper de la santé animale pour juste avoir des animaux en bonne santé. Il faut surtout aussi s'occuper maintenant des pratiques d'élevage et d'abattage pour que les produits soient aussi sains à manger. Et ce qui nous a aidé beaucoup, et c'est la même chose pour ce magasin ici, c'est de monter une boutique pour faire de la vente directe. Donc nous, notre marque Nature et Vietnam, elle n'est pas vraiment du bio, c'est du label rouge, on va dire, à la française, quoi. Et ça plaît surtout aux Européens, à peine remis du scandale de la viande de cheval sur leur propre continent. La qualité sanitaire dans l'assiette, c'est aussi la préoccupation principale de cet autre breton, Michel Guillaume. Je suis nutritionniste. Alors, nutritionniste, ça veut dire s'occuper tant à la fois de la nutrition des animaux et la nutrition des humains, parce qu'on ne mange jamais dans son assiette que ce qu'on a donné soi-même à ces mêmes animaux. Donc je suis installé ici en Asie depuis 13 ans au Vietnam parce que le Vietnam est un endroit central qui présente d'énormes opportunités commerciales pour notre société bretonne, donc Vitalac, qui est installée à Carnoët dans le centre de la Bretagne, où tous les produits sont fabriqués. Les Bretons se viennent là depuis très très longtemps puisque les premiers Bretons sont venus ici au XVIIIe siècle. Dans les années 1780, il y a eu 60 Bretons qui ont participé à une aventure qui a permis à un jeune prince vietnamien de devenir par la suite l'empereur du Vietnam. Et puis tout au long de l'histoire, il y a eu énormément de Bretons. Pourquoi ? Parce que beaucoup de Bretons étaient dans la marine bien sûr étant importante dans l'approche de ces pays. Donc on s'est trouvé à être quelques-uns à vouloir créer un espace de rencontre, et donc on a créé cette association des Bretons. C'est une association et c'est surtout pas une amicale. Donc le but de ces associations, c'est la promotion de la connaissance de la Bretagne. Alors pour nous, bien sûr, parmi ces activités, le point d'ordre de ces activités, c'est bien évidemment la Saint-Yves qu'on organise depuis près de 10 ans, et grâce au soutien du Conseil régional de Bretagne, et avec l'aide d'ailleurs de Jean-Yves Le Drian qui est venu au Vietnam. Donc cette Saint-Yves commence par une célébration à la cathédrale de Saigon. Nous avons récemment restauré le vitrail à Sainte-Anne qui avait été endommagé dans les derniers jours de la guerre américaine ici à Saigon. Et donc nous avons retrouvé, non sans effort, la société qui avait fait le vitrail originel. Et donc nous avons restauré à nos frais, aux frais de l'association, donc ce vitrail. Ensuite, il y a des concerts
au cours de cette Saint-Yves, et puis donc la fameuse kermesse de la Saint-Yves qui permet à la communauté bretonne et puis aux amis de la Bretagne de se retrouver au parc de Bincoy tous les ans, le 19 mai, fête de la Saint-Yves, et également anniversaire du président Ho Chi Minh. Retour à Saigon, Ho Chi Minh Ville pour la fin de cette émission. Et ce serait dommage de ne pas terminer cette émission Breton d'ailleurs sans manger une dernière crêpe. Et ça tombe bien puisqu'il existe une seule crêperie dans ce pays. Et la voici, elle s'appelle La Crêperie. Et nous y retrouvons Michel Guillaume que vous avez vu dans le reportage et qui nous a concocté une petite surprise. Allez, comme on dit ici, Tambiette. Je suis d'un pays souverain, de marins découvreurs de terres inconnues, du Québec au Vietnam, jusqu'aux îles Kerguelen, debout sur l'horizon, il y a toujours des Bretons. Je suis d'un pays souverain, de marins découvreurs de terres inconnues, du Québec au Vietnam, jusqu'aux îles Kerguelen, debout sur l'horizon, il y a toujours des Bretons. Oh!